amplement sur ses qualités et ses capacités, je pense, n'aurait aucune difficulté. Mais il ne s'agit pas d'un concours, il s'agit du choix de pays qui sont des pays souverains. Et donc il faut prendre la chose comme telle et tourner la page. C'est la première cérémonie de levée de couleurs de l'année 2017. Elle garde toute son importance dans un pays toujours uni autour d'un idéal commun, l'unité nationale. Le chef de l'État l'a noté dans son adresse lors de la cérémonie de levée des couleurs ce matin, l'opération de l'armée sénégalaise avec la CEDEAO en Gambie. Sur place, la gendarmerie nationale joue sa partition aux côtés justement des éléments de l'armée nationale et de la CEDEAO. En effet, outre un détachement prévôtal, c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale qui assure entre autres la sécurité rapprochée du président Adama Barrow. Amadou Mbaylom. Ce lundi, nous voici à Bourfout, localité gambienne située à moins d'une heure de route du centre de Banjul, la capitale. C'est dans ce quartier résidentiel que se trouve la demeure privée du nouveau chef d'État gambien. Un quartier bouclé, sécurisé par les éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale sénégalaise. Armes au poing et en cagoule pour certains, ces hommes veillent sur la sécurité du président Adama Barrow, de sa famille en particulier, comme prévu par les dispositions de la CEDEAO qui a mandaté la mission militaire dépêchée en Gambie. À 7h45, on note à l'extérieur du domicile une certaine fébrilité, pour ne pas dire une certaine nervosité au niveau de la sécurité. Les moteurs des véhicules sont en marche. Le président gambien s'apprête à sortir effectivement. D'ailleurs, pour bien apprécier la proximité physique entre le président Barrow et le GIGN, retenez que dès qu'il quitte les siens pour se rendre au travail, c'est le colonel commandant le détachement des gendarmes et ses premiers collaborateurs qu'il trouve net au seuil de sa porte. Le détachement de la gendarmerie a un noyau dur qui est constitué par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN, qui assure la sécurité rapprochée du président de la République lors de ses déplacements et en sa résidence. Ce groupe est spécialiste de la protection rapprochée de hautes personnalités et le personnel capitalise beaucoup d'expérience pour avoir effectué des missions similaires aussi bien en République centrafricaine qu'en République de Côte d'Ivoire. En tout, le détachement du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale est composé de 163 éléments, dont 140 pour la protection rapprochée et 23 pour le service prévôtal qui assure la police militaire au sein du contingent militaire sénégalais. La gendarmerie nationale assure sa mission originelle de prévôter aux armées en mettant à la disposition de chaque groupement tactique interarmé une équipe chargée d'assurer la police judiciaire auprès des troupes en opération à l'extérieur du territoire national. Le GIGN a d'abord assuré la garde rapprochée du président Adama Barrow lors de son séjour en terre sénégalaise. Il est ensuite monté en puissance avec 2 pelotons, dont l'un était prépositionné à Kaolack avant d'entrer en Gambie au début de l'intervention. Avec le GIGN, l'histoire bégaye en Gambie. Déjà en 1981, lors de l'opération Fodekaba 2 qui avait remis le président Daouda Diawara au pouvoir, cette formation aguerrie était également de la partie. C'est un grand honneur pour nous de venir ici sur les pas des grands anciens et nous connaissons notre travail et nous allons remplir notre mission pour honorer le travail et surtout honorer la gendarmerie nationale. En somme, les éléments du GIGN sont au début et à la fin de toutes les activités du président Barrow, que ce soit de jour comme de nuit. Par exemple, au lieu de travail du chef de l'État gambien, qui n'a pas encore occupé le palais présidentiel, qui est en réflexion, ce sont ces gendarmes qui contrôlent les principales voies d'accès qui mènent au bureau présidentiel. Vous ne possédez pas de ces armes nécessaires, n'insistez pas. Ces messieurs sont intraitables avec la sécurité, même s'il s'agit de compatriotes sénégalais. Monsieur le ministre du Commerce, bonsoir. Je vous ai vu regarder ce reportage avec beaucoup sans doute de sympathie pour ces forces sénégalaises. C'est beaucoup de fierté quand je vois des hommes et des femmes qui, au prix de leur vie, défendent la nation.
défendent le pays en territoire étranger. Je pense qu'il faut que tous les Sénégalais fassent bloc autour d'eux pour les soutenir à tout moment et à tout instant. Nous revenons à vous dans un instant pour parler de cette actualité, une tension qui est notée sur le prix de certaines denrées de première nécessité comme le riz, l'huile et le sucre, une situation imputable à une conjoncture mondiale instable. La précision est de vous-même, monsieur le ministre du Commerce Alioune Sarr, vous étiez face à la presse, le ministre du Commerce face à la presse sur le point de la situation. Nous en parlons avec Mamoudou Samamou. Sur le marché sénégalais, des distorsions sont notées dans la distribution de quelques denrées de première nécessité, riz, huile et sucre. Constat fait entre janvier et début février 2017. Et à la presse, le ministre du Commerce présente une note de conjoncture qui en explique les causes. L'absence de la variété de riz brisé d'origine indienne a occasionné un recours systématique des consommateurs vers d'autres variétés de riz d'origine américaine ou thaïlandaise, ou même de riz parfumé de luxe, dont le niveau de qualité et de prix est largement supérieur justement au riz brisé non parfumé. Les perturbations observées sur les huiles comestibles sont liées à la faiblesse de l'offre d'huile importée, due notamment à une hausse du cours mondial de l'huile de soja de l'ordre de 20 à 25%, et un accroissement du cours de l'huile de palme de l'ordre de 41% en glissement annuel. Ce n'est qu'une conjoncture à laquelle le gouvernement fait face pour protéger le consommateur, rassure Alioune Sarr au cours de cet exercice d'explication. Les prévisions annoncent une abondance de l'offre exportable en Inde. Et d'ores et déjà, plus de 180 000 tonnes de riz brisé non parfumé d'origine indienne sont attendues à la fin du mois de février 2017. Au mois de janvier 2017, plus de 23 000 tonnes de sucre ont été distribuées pour justement fournir suffisamment de sucre dans les circuits de distribution et stabiliser et le marché et les prix. Donc je dois donc signaler qu'il n'y a aucune augmentation de prix du sucre cristallisé. Et naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure sur le riz, toute pratique de prix illicite doit être signalée au service du commerce intérieur. Ces mesures, ajoutées à la production nationale, vont aider à stabiliser le marché. Stabilité du marché et sécurité du pouvoir d'achat des Sénégalais. Depuis l'arrivée du président Macky Sall à la tête du pays, vous avez constaté que le pouvoir d'achat des consommateurs a été au cœur de la politique du gouvernement. Et c'est une politique constante. Et l'engagement du gouvernement et mon engagement personnel pour concilier la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et naturellement la commercialisation de nos produits locaux est un engagement total et sans faille. Et naturellement, toutes les dispositions sont prises pour que nos consommateurs puissent être bien préservés. Attention, avertit le ministre Alioune Sarr, les prix doivent rester tels qu'ils sont homologués. Monsieur le ministre Alioune Sarr est notre invité, vous êtes le ministre du Commerce. Après toutes ces précisions, qu'est-ce qui pourrait donc expliquer cette tension sur le marché? Est-ce que c'est parce que ces produits sont le plus souvent importés? Oui, je vous remercie Ibrahima Diédhiou. Permettez-moi tout d'abord de remercier la RTS pour cette invitation qui nous permet de faire le point de la situation de marché de certains produits communément appelés denrées de première nécessité. En réalité, cette situation de perturbation qu'on a notée date du début du mois de janvier 2017. Je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais rassurer les consommateurs sénégalais que concernant le sucre et l'huile, la situation se stabilise. J'ai dit tout à l'heure, lors des 3 derniers mois de l'année 2017, concernant le riz, nous avons constaté un rétrécissement de l'offre du riz d'origine indienne qui constitue 70% de la consommation des Sénégalais. Vous savez que les Sénégalais, de manière générale, consomment le riz brisé non parfumé, qui a été homologué à 260 francs le kilogramme. Quand il y a eu donc un rétrécissement de cette offre, ça veut dire que le riz n'était pas disponible sur les marchés. Et donc, les consommateurs on va dire, déportés sur un riz légèrement plus cher. C'est ça qui a expliqué justement cette hausse de prix, puisque le riz parfumé, et parfois, vous avez 500 francs, parfois 1000 francs de plus sur le sac de 50 kilos. Alors, sur le sucre, je vous l'ai dit tout à l'heure également, nous avons injecté sur le marché plus de 23 000 tonnes de sucre
alors qu'en moyenne, on est autour de 12 000, 13 000, voire 15 000 tonnes. Donc cela veut dire également que l'ensemble des dispositions ont été prises par les services du commerce intérieur, par la compagnie sucrière et les commerçants grossistes pour que le marché soit approvisionné. Le sucre également, comme vous le savez, il est homologué. Le prix du sucre cristallisé est à 575 francs. Donc pour ces deux produits, donc, je voulais vraiment rassurer nos compatriotes que ce sont des produits qui sont disponibles et pour lesquels les prix sont homologués, sont restés constants. Pour l'huile maintenant, l'huile, on a constaté un renchérissement des cours du marché mondial. Pour l'huile de palme, pratiquement de 41%. Pour l'huile de soja, pratiquement autour de 25%. C'est la raison pour laquelle le département a démarré un travail avec le comité de suivi des prix pour un mécanisme de soutien de notre industrie locale oléagineuse, notamment composée par la Sonacos et par Oléocène qui travaillent sur ces produits. Je rappelle que sur l'huile, vous savez que la dosette, ce qu'on appelle la dosette, c'est-à-dire le quart de litre, est homologué à 290 francs. Donc ce prix également n'a pas changé, mais vous savez que quand il y a un renchérissement de près de 41%, il faut s'attendre également à ce qu'il y ait une hausse de ce prix. Et donc, nous allons soumettre justement à M. le Premier ministre et au chef de l'État une proposition d'accompagnement justement de cette industrie pour que les chocs exogènes, quand ils vont les attaquer, que ça soit en tout cas atténué. Donc, c'est simplement pour dire que sur ces trois produits essentiels au niveau donc, du panier de la ménagère, les deux, la situation est entrée, on va dire, à la normale, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le point de presse de ce matin, en fin février, il y a près de 180 000 tonnes de riz brisé, non parfumé, attendues sur le marché. Donc le marché sera stabilisé, les prix également seront stabilisés. Et toutes les dispositions sont prises aussi avec les services du commerce intérieur, avec les brigades mixtes, pour que là-dessus également que les prix homologués soient strictement respectés. Je dois rappeler quand même que depuis 2013, le 22 mai 2013 notamment, quand on a démarré l'homologation des prix du sucre, du riz, de l'huile, il faut constater que les commerçants dans l'écrasante majorité l'ont appliqué à la lettre. Et je dois vraiment ici leur rendre un hommage appuyé, puisqu'ils ont été des partenaires du gouvernement. Ils ont été avec moi jusqu'en Inde pour négocier les prix. Et il faut noter que le Sénégal, aujourd'hui au niveau de l'UEMOA, est l'un des pays où le taux d'inflation est le plus bas, avec un taux autour de 1%. Donc je crois que c'est un travail collectif réalisé par le comité de suivi des prix, dans lequel vous avez le gouvernement, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, les commerçants, les industriels, et à chaque fois, nous analysons justement les structures des prix pour que nous puissions éviter une spéculation excessive, mais également préserver également notre tissu industriel. Parce que la hausse sur le riz est notée sur des prix qui ne sont pas homologués. Absolument. Alors pour l'avenir, est-ce qu'à partir de fin février, de telles situations pourraient ne plus se répéter? Absolument, absolument. Puisque vous savez que les prévisions de 2017 indiquent clairement que l'offre exportable indienne va être extrêmement abondante. Et c'est ce riz qui est donc homologué, qui est le riz brisé non parfumé, qui est donc d'origine essentiellement indienne, qui aujourd'hui est homologué à 260 francs. Donc quand une offre est disponible, naturellement, les prix qui sont stabilisés sont stabilisés. Donc sur le riz, il n'y a aucun risque pour l'année 2017. Alors tout ceci veut dire quoi? Cela veut dire simplement que nous devons nous mobiliser autour justement de l'engagement du chef de l'État pour accompagner la production intérieure de riz pour que nous soyons plus dépendants justement d'une offre exportable d'origine indienne. Pour l'huile, vous avez vu également les décisions majeures qui sont prises pour la reprise de la Sonacos, et je pense également que c'est l'ensemble de ces dispositifs qui permettent justement de sécuriser notre approvisionnement, puisque quand vous consommez un produit que vous ne produisez pas, que vous ne fabriquez pas, naturellement vous êtes exposé en permanence à des chocs exogènes. Donc je dois vraiment rassurer nos compatriotes que sur le riz et sur le sucre, la situation revient à la normale, et sur l'huile, nous sommes en train de travailler donc sur un mécanisme de soutien pour que quand même la hausse forte qu'on a constatée sur le marché international puisse être absorbée progressivement par les industriels et préserver le pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais. Alors une dernière note sur le contrôle justement économique, le contrôle des prix. On vous a entendu tout à l'heure dire que les Sénégalais peuvent appeler pour dénoncer certaines pratiques. Est-ce que le dispositif du ministère peut accompagner justement cette démarche? Absolument. Vous savez, les premiers contrôleurs dans ces choses-là sont les citoyens eux-mêmes. Puisque vous savez, vous ne pouvez pas mettre un contrôleur derrière chaque boutiquier. Nous avons mis en place, il y a quelques mois de cela, des brigades mixtes coordonnés par les gouverneurs au niveau de chaque région. Vous avez les services de commerce, mais vous avez également les services de sécurité et de défense, notamment la gendarmerie, la police, les services de douane, pour que l'ensemble de ces dispositifs puissent en permanence surveiller. C'est ça que nous avons mis en place quand il y a eu justement la vente de viande d'âne sur le marché. Donc si un dispositif fonctionne bien, et je pense également que chaque fois que des consommateurs constatent des pratiques de prix illicites, il est de leur obligation citoyenne de pouvoir justement
contacter les services du commerce intérieur, je rappelle qu'ils sont présents dans tous les départements du Sénégal, quasiment, et dans toutes les régions, et les contacter simplement pour que cela, et je dis bien c'est une toute petite minorité, parce que l'écrasante majorité des commerçants appliquent ce que nous décidons quand nous homologuons les prix. Mais ceux-là justement qui veulent dévier et sortir du chemin de la droiture, que la loi dans toute sa rigueur puisse s'appliquer sur eux. Et je pense que cette question-là, elle est comprise par tout le monde, parce que le ministère du Commerce fera preuve d'une grande vigilance pour que le consommateur sénégalais soit protégé dans cette politique. Merci Monsieur le ministre du Commerce pour ces précisions sur justement cette tension notée sur certains prix de denrées de première nécessité. Et vous l'avez répété, c'est juste des produits qui ne sont pas homologués, qui ont connu une certaine tension, notamment sur le riz. Merci Monsieur Alioune Sarr. Merci beaucoup. 70 millions de francs CFA, c'est le montant prévu pour la construction du foyer des jeunes de la commune de Ribaud-Escale. C'est dans le département de Koungheul. La pose de la première pierre a été faite ce samedi par le ministre de la Gouvernance locale. Sur place, des moulins ont été mis à la disposition des femmes de la localité. Mais pour se rendre à Ribaud-Escale, il faut parcourir 52 km de piste. Ibrahim Anog. Vaincre les obstacles de la distance à la rencontre des populations de la commune de Ribaud-Escale. 52 km de piste à parcourir. Après plus d'une heure de trajet, la délégation arrive à destination. Sur place, une forte mobilisation pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Gouvernance locale. Premier acte, la pose de la première pierre du foyer des jeunes. Nous sommes vraiment contents de notre maire. C'est une vieille doléance pour les jeunes de la localité. Une joie partagée avec les femmes de la localité. Dans le cadre de sa politique sociale, le maire a aussi doté les femmes de moulins. C'est l'objectif, les soulager dans leurs tâches quotidiennes. Les femmes de Ribaud-Escale et ses environs disent merci au président de la République. Grâce à lui, on constate un allègement considérable des travaux des femmes. Nous ne faisons plus autant de kilomètres pour puiser de l'eau et avec ces machines, c'est encore mieux. Donc, un grand merci à Macky Sall. Dans le cadre du PUDC, le président m'avait donné 15 moulins que j'ai mis à la disposition de 46 villages. Mais avant cela, j'avais déjà mobilisé 10 moulins, plus 10 autres que je donne aujourd'hui, ce qui fait un total de 35 moulins. Tout cela pour alléger les travaux des femmes. La cérémonie a enregistré la présence des différents villages de la commune. Plusieurs personnalités ont aussi honoré de leur présence, non sans magnifier l'événement. Par ces importants projets et d'autres que vous avez déjà réalisés, vous contribuez de fort belle manière à la réalisation du plan Sénégal émergent. Vous êtes également en train de construire pas à pas la viabilité de notre commune conformément à la philosophie de l'acte 3 de la décentralisation. Une journée riche en sons et en couleurs. L'occasion pour les artistes de la zone de se surpasser. Les troupes théâtrales ont aussi joué leur partition, des sketchs, pour sensibiliser sur les nouvelles pièces d'identité de la CEDEAO. Et puis ce constat au Sénégal, les femmes subissent toujours les affres de l'excision et des mutilations génitales. À quelques parties du Sénégal, 4 millions de Sénégalais sont victimes de ces pratiques néfastes. Le Sénégal a aussi célébré la journée internationale tolérance zéro excision. Imams déciseurs et autres partenaires au développement se sont réunis pour échanger sur ces pratiques. Le reportage de Abbas Sow. Célébrer la journée internationale tolérance zéro excision, c'est prouver à la face du monde que ces pratiques existent toujours. Plusieurs millions de femmes et de filles sont excisées et la menace persiste toujours. Et l'importance de cette journée tolérance zéro excision au Sénégal est vraiment pour sensibiliser tous les acteurs différents et le grand public sur l'importance de ce travail que nous menons.
le programme conjoint mondial UNFPA-UNICEF lutte depuis 2012 pour mettre terme à cette pratique néfaste qui joue beaucoup sur la santé physique et psychologique des filles et des femmes, qui empêche vraiment le développement des filles et des femmes et qui ne permettent pas un Sénégal émergent. Plaidoyer, sensibilisation, tous les moyens sont bons pour bannir ces pratiques néfastes. Imams, journalistes, décideurs, entre autres, se sont réunis pour décliner la voie à suivre. Le Sénégal s'est engagé depuis plus de 3 décennies à promouvoir les droits des femmes et des filles, à mettre fin à toutes les pratiques qui portent atteinte à leur dignité et à leur bien-être. Cette volonté politique du gouvernement s'inscrit en droite ligne dans la vision tracée par Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, dans le plan Sénégal émergent, d'assurer le bien-être de toutes les couches de la population sénégalaise. En se réunissant dans ce somptueux cadre propice à la réflexion, les participants ont voulu partager d'expériences liées à ces pratiques traditionnelles qui, de nos jours, sont devenues dangereuses pour la société. Un autre fléau, la route qui tue encore et encore. La recrudescence des accidents de la circulation a porté le bilan des victimes à des niveaux jamais égalés. En 2016, 606 personnes ont perdu la vie. Les zones les plus touchées sont l'axe Fatick-Kaolack-Kaffrine. Les causes sont à chercher du côté de l'état des routes, du parc automobile, du comportement humain. Un ensemble de facteurs peu reluisants pour le bilan macabre dont voici une synthèse. Abou Moumeï. Une personne tuée par jour en moyenne sur nos routes pour l'année 2016. Un bilan macabre qui a fait couler beaucoup de larmes. La gendarmerie n'a pas chômé face à la recrudescence des accidents de la circulation. Nous avons vu qu'entre janvier 2016 et janvier 2017, donc à peu près 13 mois, nous avons eu 363 morts dans la région, donc dont 215 dans la région de Kaolack, 84 dans la région de Fatick et 64 dans la région de Kaffrine, avec presque près de 2300 blessés. Ça fait un bilan quand même qui est assez lourd. Ça nous fait qu'on a presque un mort par jour sur les routes de la région centre, donc ce qui est particulièrement déplorable. Le bilan de l'année 2016 a dépassé les 528 de 2014 et les 568 morts de 2015, car sur les 606 pertes en vies humaines, l'axe Fatick-Kaolack-Kaffrine, dépendant de la région centre du pays, détient un triste record. D'abord pour la région de Fatick, nous avons un tronçon qui va de Poultok à Tataguine, avec notamment le croisement de Ndiosmone, où nous avons eu quelques accidents. Le deuxième tronçon, c'est le tronçon Diouroup-Fatick, où nous avons eu aussi quelques accidents, qui étaient dus en particulier à l'état un peu de la chaussée. Des travaux ont été faits, ça s'est calmé depuis, donc on espère que ça ne va pas revenir. Maintenant, l'axe aussi Fatick-Diakhao-Gossas, du fait que c'est une très bonne route, les gens ont tendance à rouler un peu vite là-dessus. Et il y a beaucoup de villages qui jalonnent cet axe-là. Donc souvent, nous avons des accidents qui impliquent souvent des conducteurs et des piétons. Pour la région de Kaolack, le premier point accidentogène, on va dire, c'est l'agglomération de Gandiaye. En fait, avant Gandiaye, à l'intérieur de Gandiaye et après Gandiaye, qu'on vienne de Kaolack ou de Dakar. Nous avons aussi la sortie est de Kahone, où nous avons une succession de 3 virages, où il n'y a pas de possibilité de dépasser en fait pendant 2 ou 3 km. Donc souvent, certains conducteurs ont tendance à vouloir dépasser coûte que coûte, même dans des lignes continues. Et c'est là où nous avons souvent des problèmes. La densité de la circulation avec une fréquentation assidue de gros porteurs en partance pour le Mali et les bus de transport en commun concourent négativement à ce fléau. Et le danger vient toujours dans les zones où les accidents sont fréquents et bien identifiés par la gendarmerie. Maintenant, pour la région de Kaffrine, nous avons d'abord les agglomérations de Kermbouki et de Birkilane. Ensuite, le tronçon entre Sagna et Malem Odar, où nous avons eu d'ailleurs les derniers accidents qui ont été plutôt meurtriers. La route est assez étroite par endroit et il n'y a pas d'accordement. Donc souvent vous voyez des véhicules qui sont garés le long de l'axe
ou bien qui tombent en panne, qui ont un petit problème, qui ne peuvent pas descendre de la route. Donc les accidents surviennent souvent à ce moment-là. Face à la recrudescence des accidents, une introspection s'impose avec l'état des routes, du parc auto et le comportement des conducteurs. Nous avons des véhicules qui sont assez vieux. Nous avons des véhicules qui sont souvent modifiés parce qu'on met dessus des porte-bagages sans tenir compte du centre de gravité des véhicules, l'état des routes, l'état du parc et le comportement des conducteurs. Où là, c'est plutôt en fait, la précipitation qui amène les accidents. Parce qu'il y a certains endroits où on ne peut pas dépasser, donc du fait que certains se disent pressés et qu'ils sont tenus par des délais, ils essaient de dépasser coûte que coûte, même dans des virages ou sur des lignes continues. Il y a aussi parfois une réelle méconnaissance de certains conducteurs de ce que c'est que la signalisation horizontale. Donc ça aussi nous est arrivé de tomber sur des conducteurs qui effectivement ont du mal à vous expliquer la différence entre la ligne continue, la ligne discontinue, où est-ce qu'ils peuvent dépasser ou pas. Stopper net la série macabre, une responsabilité partagée où chacun doit adopter une conduite nouvelle en toute vitesse. La rédaction qui consacre donc une série de reportages sur le fléau des accidents de la route au Sénégal, et ce sera toute cette semaine. Actualisation du cadre juridique du secteur des télécommunications. La mission a été installée au cours d'un atelier de lancement qui a réuni les différents acteurs des télécommunications. Désormais, il s'agit pour le Sénégal de libérer les énergies et d'amorcer un développement optimal de toutes les composantes du secteur. Maman Moussagnan. Depuis 2011, date de la promulgation de la loi portant code des télécommunications, les décrets d'application n'avaient pas vu le jour pour une réglementation efficace du secteur. Voilà qui est maintenant chose faite, le cadre juridique est actualisé. Avec les mutations rapides qui caractérisent ce secteur des télécommunications et des TIC, particulièrement face à l'exigence des usagers consommateurs pour des services diversifiés à haute qualité et à des coûts raisonnables, il était nécessaire de procéder à l'actualisation globale du cadre juridique. L'objectif de cette mission est de réaliser un audit stratégique du cadre juridique et institutionnel du secteur. Ensuite, l'élaboration des textes sera effective. Des réformes pour une baisse des coûts des services de télécommunication. Ces réformes sont applicables pour permettre au marché de connaître une ouverture. Ces réformes visent, comme vous le voyez, à favoriser la baisse des coûts des services de télécommunication pour les utilisateurs finaux, tout en réduisant d'une part les coûts de déploiement des infrastructures par la mutualisation et en permettant également à de nouveaux opérateurs de proposer des offres de gros au Sénégal et enfin de baisser la barrière à l'entrée des fournisseurs d'accès Internet dans le marché des télécommunications. Au final, le Sénégal devrait se doter d'un cadre législatif et réglementaire dans le secteur des télécommunications plus favorable à l'accroissement de l'accès et de l'usage de la population aux services de haut débit et la promotion de l'essor d'une économie numérique compétitive et inclusive. Coup d'œil sur les annuaires téléphoniques qui étaient présents dans les salons il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont rangés dans les placards où n'existent même plus. L'Internet est passé par là. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent des services de recherche plus rapides et plus efficaces selon les utilisateurs. L'annuaire téléphonique sous format papier est aujourd'hui en voie de disparition. C'est le reportage du jour avec Ramatadem. L'annuaire téléphonique, ce gros bouquin que l'on trouvait systématiquement dans toutes les maisons il y a 20 ans et aujourd'hui dans les oubliettes, voire inexistants. À la Médina, nous avons pu trouver des annuaires rangés précieusement dans le placard par le défunt père de Madame Ka Ramatoulaye. Là, c'est de 2000, il date de 2000. Et là, 1996. Et vous les consultez rarement? Oui, rarement. Et des fois, c'est surtout pour avoir les adresses. Les adresses, oui. Les adresses tiennent toujours. Oui. Aujourd'hui, avec l'avancée des nouvelles technologies, l'annuaire téléphonique n'est plus consulté. Avec l'Internet et les moteurs de recherche, il y a un côté pratique et pragmatique apprécié par les utilisateurs. Non, je vois pas son importance. Et comment vous faites aujourd'hui quand vous voulez aller dans une entreprise, avoir le numéro de téléphone de quelqu'un, vous faites comment? Je tape l'adresse de l'entreprise sur Internet et je regarde son numéro de téléphone et j'appelle directement. Bon, la plupart du temps, bon, on fait le 12-12.
Voilà, et on se renseigne donc auprès de la Sonatel. Bon, moi je n'utilise pas fréquemment les annuaires imprimés, mais bon, il peut y arriver dans des situations particulières que je les utilise. Puisque il peut y arriver que je n'ai pas de connexion à Internet. Oui, j'entends annuaire, mais... Vous l'avez déjà utilisé? Mais non. Je ne l'ai jamais consulté. Mon père est postier. Il a été directeur des finances de la Poste. Donc je suis enfant de postier. Mon père a été le directeur de l'école des postes de Rufisque. Donc je connais cet annuaire. Et comment vous faites aujourd'hui pour, par exemple, aller dans une entreprise et tout? Qu'est-ce que vous consultez? Vous allez sur le net, comment vous faites pour avoir l'adresse, le téléphone? Le net et mon portable. Chez les étudiants également, l'annuaire téléphonique papier n'est plus d'actualité. Non, je ne l'ai jamais utilisé. Vous avez l'annuaire quand même à la maison? Non, je ne l'ai pas. Alors comment vous faites quand vous voulez faire des recherches, connaître un endroit, aller dans, par exemple dans une entreprise, vous faites comment? Bon, j'utilise l'internet, Google et tout, pour faire des recherches et tout. Vous avez déjà vu un annuaire téléphonique? Non, je ne l'ai pas encore vu. Je ne connais pas cet annuaire que vous. Oui, j'ai eu à l'utiliser autant, mais j'avoue que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu recours à l'annuaire. Maintenant, avec les ordinateurs, je préfère faire mes recherches avec les ordinateurs. Et l'annuaire, vous en avez aussi? L'annuaire téléphonique, vous en avez à la maison? L'annuaire, oui, on en avait, mais maintenant, je pense que ça fait un sacré que je n'ai pas vu l'annuaire. Hein? Vraiment, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu recours à ça. Par contre, dans le milieu professionnel, il existe l'annuaire des pages jaunes et qui englobe toutes les adresses utiles et par catégorie professionnelle. Un document scientifique très utile pour un meilleur accès aux informations professionnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'annuaire est en train de vivre vraiment une mutation. On connaît tous l'origine de l'annuaire. Hein. On parlait du beau temps avant on parlait de l'annuaire téléphonique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'Internet et la digitalisation en fait de l'activité économique, aujourd'hui, l'annuaire papier est en train de se transformer en annuaire digital. Alors, disons que c'est une disparition programmée. Mais pour nous, en tout cas, sur le marché sur lequel nous sommes, cette disparition n'est pas vraiment d'actualité. Parce que nous vivons vraiment encore l'annuaire papier. Bien vrai qu'il y a une demande qui est là sur l'annuaire digital, le service. Mais chez nous, l'annuaire papier a encore quelques années de vie. L'annuaire téléphonique, qu'il soit sous format papier ou sous format électronique, reste un outil important de recherche pour les étudiants, professionnels ou autres consommateurs pour se déplacer ou accéder à certains services. Ce 7 février sera le 31e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, un homme multidimensionnel qui a laissé derrière lui une production scientifique importante. Malheureusement, son œuvre n'est pas très connue au Sénégal. Le chef de l'État avait demandé au gouvernement de promouvoir les enseignements et les œuvres de Cheikh Anta Diop, notamment au niveau des jeunes et des étudiants. La pensée et l'œuvre du savant noir seront enseignées aux préscolaires, aux moyens secondaires d'ici quelques années. Les détails avec Seydina Alunfala. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas. Ce sont des notions étrangères aux structures sociales. L'homme est très connu au Sénégal, mais son œuvre l'est moins. Le président de la République avait demandé au gouvernement de promouvoir auprès des jeunes et des étudiants les œuvres, enseignements et recherches de Cheikh Anta Diop. Depuis, des travaux ont été menés afin d'introduire la pensée et l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans les programmes scolaires à travers le curriculum unifié. Le curriculum unifié va du préscolaire à la classe de terminale et concerne 8 disciplines. Le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire et de la géographie, ainsi que toutes les disciplines enseignées au préscolaire et à l'élémentaire. Donc, l'intégration de la pensée et de l'œuvre de Cheikh Anta, eh bien, se fera dans le cadre de ce curriculum-là. Des spécialistes se sont réunis afin d'analyser, de voir à chaque étape du curriculum les enseignements de Cheikh Anta Diop a proposé. Nous en avons fait l'état des lieux pour voir quel est le niveau, quel est le degré déjà d'intégration de la pensée et de l'œuvre de Cheikh Anta dans les curriculums en cours, pour voir un peu de quelle manière il va falloir prendre en charge le reste, ce qui ne l'est pas.
C'est ainsi que des commissions regroupant des experts pour chaque discipline ont été créées. C'est-à-dire voir en fonction du niveau de cycle comment introduire à petite dose cette pensée de Cheikh Anta Diop. Donc l'introduire dès l'élémentaire, l'élargir au moyen et l'approfondir au niveau du secondaire. Si l'élève sénégalais est vraiment imbu des idées et des valeurs défendues par Cheikh Anta, ça pourrait changer un peu la mentalité du jeune sénégalais. Parce que qu'est-ce qu'il demande? Le travail, la science, l'ouverture, l'enracinement dans nos cultures, l'ouverture sur le monde, mais sans jamais abjurer ce qui nous appartient. Cheikh Anta Diop sera enseigné dès la maternelle. La commission préscolaire élémentaire a déjà fixé les grandes idées. À travers une bande dessinée, un enfant peut découvrir qui est Cheikh Anta Diop, même au préscolaire. C'est la lecture d'images. Dans l'enseignement élémentaire, c'est une bande dessinée avec des textes qui sont bien écrits pour parler de Cheikh Anta Diop, de sa biographie. Donc c'est à travers des activités comme ça que nous voulons faire passer la pensée de Cheikh Anta Diop. Au préscolaire, nous avons même pensé aux chants et aux poèmes. Les travaux de Cheikh Anta Diop sont orientés vers les sciences exactes et les sciences humaines et appliquées. Pour le moyen secondaire, il s'agira de rendre accessible aux élèves la pensée et l'œuvre du savant. C'est vrai qu'en 6e, est-ce qu'il est possible d'enseigner nation, nègre et culture? Ce n'est pas possible à ce niveau. Il faut essayer de voir comment aborder ce thème-là d'une manière plus simple pour que les élèves soient plus intéressés à cela. Mais nous n'avons pas encore fait véritablement le choix des œuvres pour chaque classe. Nous avons juste esquissé les pistes que nous pouvons explorer par la suite pour pouvoir introduire ces éléments-là dans le programme. Par exemple, quand on doit introduire le portrait en classe de 6e, mais c'est plutôt le portrait de Cheikh Anta comme modèle de scientifique, d'historique. C'est quelqu'un qui véritablement apprenait une négritude à sa manière. Je crois qu'il y a déjà des avancées qui sont déjà faites. Et on doit aller vers un autre atelier maintenant pour essayer de fouiller l'œuvre de Cheikh Anta, retirer les éléments et les mettre à la disposition de toutes ces commissions-là pour que dans la réécriture des programmes, on ait déjà des choses concrètes à mettre dans l'enseignement de Cheikh Anta. Les Latins, qui avaient moins de contact avec les Égyptiens, n'ont rien apporté aux sciences exactes. Voilà aussi une contre-preuve. La pensée et l'œuvre de Cheikh Anta Diop devront figurer dans les curricula à partir de 2018-2019. Prière, récital de Coran, conférence ont rythmé la ziara dédiée à Cheikh Moussa Kamara qui s'est tenue ce week-end à Danguel, dans la région de Matam. Un hommage a été rendu à cet érudit de l'islam pour son œuvre. C'est le gouverneur de la région qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie officielle. Oumou Kalsoum Sall. Le rôle du savant dans sa communauté, un sujet débattu pendant cette 39e édition de la Ziara de Ganguel Soulé. Pour une meilleure illustration, la vie et l'œuvre de Cheikh Moussa Kamara ont été revisitées. L'homme a été au service de ses concitoyens de par ses enseignements, son ouverture. Il est l'illustration palpable du rôle incommensurable incarné par nos érudits dans la diffusion de l'islam et de la solidarité des liens et des échanges culturels islamiques entre le Nord et le Sud à la fin du 19e siècle. Venu représenter le chef de l'État, le gouverneur de Matam a salué l'engagement de Cheikh Moussa Kamara pour le rayonnement de l'islam. Il a aussi rappelé l'intérêt qu'accorde le président Macky Sall à toutes les familles religieuses du Fouta, ce qui explique tous les actes posés par le gouvernement pour le développement de la région. Nous pouvons rappeler au moins 2 projets majeurs. Nous avons lancé il y a environ 6 mois les importants travaux de désenclavement de la vallée du fleuve, que nous appelons ici le Dandemayo. Le pont de Orkadiéré et le pont de Ganguel sont en cours de travaux. Et les travaux avancent à un rythme plus qu'acceptable. Nous devrons quand même solliciter davantage des chefs religieux comme Cheikh Bachir et les autres figures emblématiques de continuer à prier pour le chef de l'État,
pour le succès de ces programmes. Le gouverneur de Matam a aussi remis les clés du véhicule offert par le président Macky Sall au khalife de la famille du Cheikh. Thierno Bachir Kamara n'a pas manqué de prier pour la stabilité et la prospérité du pays. Le premier CRD préparatoire du Magal de Porokhane s'est tenu à la gouvernance de Kaolack. L'autorité régionale a fait le point avec les